Il y aura un sujet sur les chemtrails. C'est un sujet qui m'a été beaucoup réclamé par les auditeurs de Toxin. Et pour aborder ce sujet, eh bien, j'ai également le plaisir de recevoir le commandant Ayamaki Alexander. Bonjour, commandant. Bonjour, vous pouvez m'appeler Ayam ou Alexander, comme ça c'est Eh bien, merci clair. beaucoup d'être avec nous. Avec Alors, vous plaisir. êtes pilote de ligne, commandant de bord sur Airbus, instructeur Airbus, mais également chercheur en droit et en sciences politiques, et notamment auteur de Covid-19, quel impact sur l'aviation civile. Donc, un profil multi-profil. Et vous allez nous apporter, vous, votre point de vue notamment de pilote. Et vous nous parlez, vous basé au Moyen-Orient et vous nous parlez de là-bas. Je vous remercie beaucoup. Donc, nous avons un plateau très diversifié. Elle est extrêmement riche, votre question. Merci infiniment pour votre invitation, tout d'abord, et puis merci à votre invité pour tous les détails qu'il vient d'apporter. Je le rejoins sur certaines de ses explications, notamment celle du principe du réacteur à réaction, effectivement, du réacteur de l'avion. Et donc, effectivement, l'air entre en grande quantité, il est comprimé, il est d'une certaine manière accéléré, mélangé au fuel, et puis euh, relâché par l'arrière à très grande vitesse, ce qui permet de créer la poussée qui va faire avancer l'avion. Donc, les ailes vont créer la portance qui va élever l'avion, et puis la poussée est créée par les réacteurs, effectivement, comme l'a très bien décrit votre invité. Alors, l'événement qu'on voit, ce que vous voyez dans la photo derrière, c'est effectivement les chemtrails. C'est un phénomène tout à fait naturel de cristaux de glace. Il n'y a absolument rien d'anormal là-dedans. L'air très chaud qui sort du réacteur, qui est à peu près, allez, on va dire entre 400 et 600 degrés, une moyenne de 500 degrés, va rencontrer l'air qui est à moins 50 degrés, à peu près. Alors, il faut savoir que que la température diminue dans une atmosphère standard, elle va diminuer de 2 degrés tous les 1000 pieds, donc tous les 300 mètres à peu près, on va diminuer de 2 degrés. Ça, c'est standard. On va arriver à 36 000 pieds. Et c'était peut-être ce que vous me demandiez, à quelle altitude à 36 000 pieds, dans une atmosphère standard, on est à moins 56,5 degrés. Donc, bon, en général, ça varie, mais c'est un standard, disons, qu'on utilise. Et donc, on est à moins 56 degrés. Imaginez, moins 50 degrés et puis l'air extrêmement chaud qu'il rencontre, le delta température est extrêmement important. Et donc, ça crée ces cristaux de glace, tout simplement. C'est comme quand on va souffler alors qu'il fait très froid, l'air chaud qui sort de notre corps va se transformer en vapeur. Tout simplement, rien de plus. Alors, ceci est visible parce que dans la photo, je veux dire, le ciel est extrêmement dégagé et du coup, on le voit. Mais est-ce que ça se crée également dans les nuages? Effectivement, ça a également lieu dans les nuages. Alors, à quelle proportion, quelle densité, je ne sais pas. Mais en tout cas, on le voit tout le temps, effectivement. Rien d'anormal là-dedans. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Merci infiniment pour votre invité, dont, je veux dire, la connaissance est quand même très poussée. Alors, à un certain moment, je ne peux plus être d'accord avec lui. Je veux dire, à un certain moment, mais jusqu'à là, on s'entend tout à fait. Alors, je vais vous dire, si vous permettez en préambule, je ne suis pas un officialiste. C'est-à-dire, je ne suis pas de ceux qui vont défendre des thèses officielles coûte que coûte. Évidemment que non. Et je ne suis pas non plus dans le tout complot. C'est-à-dire que tout est complot, tout est extrêmement bien ficelé. Cela, j'en avais parlé déjà dès 2012 en intervenant sur les révolutions arabes, notamment celle de la Syrie, et l'officialisme à partir du Covid. Alors, je ne suis ni dans ça ni dans cela. Par contre, je suis, je veux dire, très pragmatique quant à la politique. Je sais évidemment tant qu'il y aura des hommes sur Terre, il y aura des hommes qui comploteront les uns contre les autres. Ça a toujours existé. Si on remonte dans la mythologie chrétienne, on va jusqu'à les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel. Caïn, l'aîné, a tué Abel, le plus jeune. C'est un complot de l'un contre l'autre. Et puis on descend, Jésus de Nazareth a été tué, ça a été un complot contre lui, parce que son message, finalement, venait remettre en cause je veux dire, le pouvoir politique et sa légitimité. Voilà, je m'éloigne un peu, mais en réalité, tout est lié. Hein, tout est lié. Aujourd'hui, les complots contemporains, je veux dire, ils sont même plus approuvés. On les connaît. Le FBI a été condamné pour avoir formé des terroristes. Ouais, je veux dire, on est là-dedans. Maintenant, là où je m'entends pas avec monsieur, et c'est parce que vous me demandez d'apporter un témoignage, celui du professionnel aéronautique.
Alors là, je vais vous dire, je suis d'accord sur les traînées de condensation, effectivement. Pourquoi ces traînées persistent dans le ciel? Ça, c'est une question très intéressante. Et je pense avoir trouvé au moins un début de réponse. Alors, en 1950, on avait, cher monsieur, près de 30 millions de passagers. En 1950. En Donc 2025, là, on parle selon, du trafic euh, aérien mondial. bien sûr, selon l'IATA, donc le- l'association aéronautique, enfin l'association internationale du transport aérien. Donc c'est une organisation qui va chapeauter au niveau mondial, je dirais, tout transport aérien, qui dit qu'il y a près de 5 milliards de voyageurs. Actuellement, aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre, jeudi 16 octobre 2025, il y a un peu plus de 100 000 vols commerciaux dans le ciel. Il y a actuellement, pendant que nous parlons, un peu plus de 12 000 avions dans le ciel. Si tous ces avions devaient atterrir, il n'y aurait pas de place pour les garer. On ne pourrait pas. Les aéroports seraient totalement saturés. Alors, il faut bien comprendre une chose. L'avion qui décolle, il y en a sur des grands aéroports, par exemple Amsterdam, Londres, Paris ou New York, il y a un avion qui décolle après, quasiment 30 secondes après. Quelques secondes après. C'est vraiment derrière. Alors, l'avion décolle, il va suivre ce qu'on appelle une SID, c'est une procédure de départ aux instruments normalisés. Donc, c'est une route, il va la suivre et puis il va arriver à un point. Eh bien, l'avion qui décolle derrière, selon la taille de l'avion, on va attendre 1 minute, 2 minutes, et en tout cas, l'avion qui va décoller derrière va emprunter exactement le même SID. Et puis, il va arriver sur ce qu'on appelle une voie aérienne. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le airways. Une airways. En réalité, il y a des autoroutes aériennes. Il y a des routes aériennes. Je pourrais même imaginer en vous disant il y a des départementales et des nationales dans l'air. C'est exactement comme ça. Il y a des autoroutes. Et donc, ces autoroutes, nous les empruntons. Eh bien, nous sommes à peu près 20 nautiques, les uns derrière les autres. Donc, s'il y a une traînée qui va persister pendant un moment, l'avion qui va arriver derrière, on va en créer une deuxième, n'est-ce pas? Et donc cet effet-là va faire en sorte qu'en fait, on maintient cette traînée-là. Les avions sont les uns derrière les autres. Moi, je n'ai jamais, ou très rarement dans ma vie, et ça fait plus de 15 ans que je pilote, je n'ai jamais volé dans un espace aérien vide. Je n'ai jamais vu ça. Vraiment, on est les uns derrière les autres. Et après, donc, on arrive. À l'arrivée, on a ce qu'on appelle les stars, c'est les procédures normalisées d'arrivée aux instruments. Pareil, ce sont des routes où on est radar vectoré, mais exactement au même endroit avec les autres avions. Et donc, on va atterrir sur des pistes, et là, direct, enfin, les uns derrière les autres. Si vous atterrissez à Londres, vous êtes quelques nautical miles l'un derrière l'autre. Je veux dire, c'est extrêmement bien ficelé. Alors, l'aéronautique, si vous le permettez, est un domaine extrêmement cadré, contrôlé, millimétré. Ce sont des centaines de milliers d'individus qui vont participer à tout ce trafic aérien mondial. Si il existe un complot, comme le décrit monsieur, que j'accepte tout à fait de l'entendre, s'il existe ce complot-là, c'est le complot le plus parfait que l'homme a jamais réussi à créer. Mais pour moi, un complot doit par nature rester en comité restreint. On ne peut pas inclure des dizaines de milliers de pilotes, des ingénieurs, ce qu'on appelle tout le ground staff, l'aéroport, les gens qui travaillent sur l'avion, etc. C'est tout simplement impossible. Alors la photo que vous avez diffusée, qui était très intéressante, avec Angela Merkel, où on voit Angela Merkel, monsieur nous dit qu'elle est effectivement dans un avion avec des ballasts, voilà, de produits chimiques. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Euh, si ça avait été le cas, je l'aurais dit. Je tiens à vous le dire, je ne travaille pour aucun service d'intelligence. Je n'ai jamais été approché par la CIA et je n'ai jamais signé avec la NSA ou la NASA ou je ne sais qui. Je travaille pour une compagnie aérienne, point. Rien de plus qu'un commandant de bord. Donc, moi, je leur ai dit, franchement, j'aurais dit ça. C'est pas le cas. Ce sont des ballasts d'eau ou de produits liquides qui permettent, durant des tests en vol, pour certifier l'avion, de recréer les, euh, euh, le poids des passagers et le mouvement des passagers dans l'avion, mais également le poids du cargo, etc. Donc, on va utiliser ces ballasts-là pour justement mesurer le transport, hein, combien on peut prendre d'individus, comment ils bougent, etc. Et ça, c'est juste un test tout à fait habituel. Il n'y a absolument rien là-dedans.
Alors, l'autre photo qui est à côté, je crois que ça doit être un 777, un Boeing 777 ou un 747. Alors, il n'existe pas ce bouton d'épandage dans l'avion. Je n'ai jamais vu. J'ai piloté quasiment Là, tous les. on ne parlait pas d'un bouton, c'était l'affichage sur un écran, me semble-t-il. Hein. Voilà, oui. Oui, oui, alors, Et donc, non, mais ça c'est pas un affichage, c'est quelqu'un. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un FMS, Flight Management System, ou Flight Management Computer, FMC. C'est un petit scratchpad sur lequel on peut écrire. C'est comme un ordinateur. Je pourrais vous écrire, si vous voulez, Alexandre Gunache, chemtrails, si vous avez envie. Ou c'est pas un souci. En fait, c'est juste qu'on peut écrire ce qu'on veut. Là-dessus, là, on peut écrire ce qu'on veut. Alors, je vous le dis, cher monsieur, moi j'ai piloté du Airbus A320, donc celui que vous voyez très souvent en Europe, jusqu'au Airbus A380, le plus grand avion du monde. 575 tonnes au décollage. Donc, vous imaginez la responsabilité qu'on a mis entre mes mains et qu'on met entre les mains de mes collègues tous les jours. Il n'existe pas dans cet avion-là, dans ces avions-là que j'ai pilotés, donc là, je vous apporte le témoignage clair, un quelconque système d'épandage. Les systèmes des avions, les livres des avions, ce qu'on appelle le FCOM, Flight Crew Operating Manual, le FCTM, Flight Crew Training Manual, le QRH, l'AHM, tous les manuels des avions de ligne sont en open source sur Internet. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles les Chinois ont copié et ont recréé une copie. Ils ont créé une copie du Airbus qui est le C919 parce qu'ils l'ont totalement recopié et ça a été l'une des raisons. Ils ont également pris un avion qu'ils ont euh, totalement démonté et puis remonté par la suite. Ça, c'est acté, c'est prouvé. Mais en tout cas les manuels des avions avec absolument tous les systèmes, toutes les procédures sont décrites parfaitement en ligne. Il y a vraiment aucun secret. Alors dans l'aviation, il n'y a pas de secret. Il y a une transparence totale et c'est fait pour justement, je dirais, garantir un très haut niveau de sûreté aérienne. Alors, je vous donne un exemple. Récemment, j'étais en vol. En faisant une procédure, j'ai fait une faute. Rien de bien méchant. Eh bien, je me suis reporté moi-même. C'est-à-dire que j'ai écrit un rapport à la compagnie en leur disant j'ai fait cette erreur-là. Alors, cette erreur n'avait aucune incidence sur le vol. Mais je leur ai dit pourquoi. Parce que ça va permettre plus tard aux autres pilotes, finalement. C'est une remontée d'informations qui va permettre euh, une expérience intéressante qui pourrait empêcher quelque chose. Je leur dis, bon, j'ai fait cela parce que j'avais fait cela avant. Enfin, c'est pas intéressant que je décrive exactement ce que c'est, mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai écrit un rapport sur moi-même en disant, bah, j'ai fait cette erreur-là. Voilà, regardez, et peut-être qu'elle pourrait être évitée si on faisait cela. Voyez-vous, tout est millimétré. Alors moi commandant de bord, je vais, par exemple, allumer une lumière, ça va donner immédiatement un, comme un message, si vous voulez, d'autorité, ou plutôt bon, un certain ordre, à mon collègue à côté, qui va lui faire autre chose. Donc chaque procédure va induire automatiquement une procédure. Voilà. On travaille comme cela, c'est une sorte de symbiose, je dirais, dans un orchestre. En fait, c'est extrêmement bien orchestré. Voilà, moi je vais appuyer, je vais faire ceci, cela, lui va faire ça, et puis on travaille à deux de cette manière-là. Il n'y a pas de place dans l'aviation, il n'y a vraiment pas de place pour le hasard. Voilà. Bon, on décolle, on y va. Non, non, ce n'est pas du tout comme ça. Alors, je vois monsieur sourire, mais très sincèrement, c'est cela. Il y a également une chose qu'il a dit et je pensais à répondre. Alors, il y aurait, selon votre cher invité, euh, des produits chimiques dans le kérosène, dans le jet A1, qui vont, alors je ne sais pas dans quel but, rendre malades des gens, leur donner un cancer, les tuer, Alors, je ne sais pas. attendez, parce que c'est pas exactement Bien sûr. ce que dit Luc. Je vais y arriver. Luc. En tout cas, ce qu'on doit retenir de ce que vous nous dites, commandant, c'est que alors, vous, Excusez-moi, monsieur Luc a effectivement mentionné qu'il pouvait y avoir un réservoir à voilà, côté, donc des réservoirs de fuel, qui contiendrait ces produits chimiques-là, ou l'autre option serait de le mélanger absolument. N'est-ce pas, je me trompe, Mais ça, je ne me trompe pas, monsieur, n'est-ce pas? c'est une question que j'aimerais poser après. Mais donc, vous pouvez nous affirmer, en tout cas, c'est votre témoignage là, ici, sur Toxin, que vous n'avez jamais opéré une quelconque commande d'épandage
En tout cas, que sciemment, vous n'avez pas participé à ce genre d'opération. Alors, cher monsieur, croyez-moi, dans ma vie, je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit et je n'ai pas l'intention de commencer. Non, mais Ça parce que n'arrive. ça pourrait être quelque chose d'absolument bénéfique. J'en sais rien, moi, c'est une question que je pose. Mais en tout Alors, cas, vous nous dites aujourd'hui, moi, pilote de ligne, commandement de bord sur Airbus, je n'ai pas participé, en tout cas sciemment, à ce type d'opération. non. Alors, ce type Et d'opération, ça me semble être extrêmement difficile à mettre en place à notre insu. alors, vous demandez encore une fois, je le répète, mon témoignage en tant que commandant. Et je vous le donne. S'il fallait, je dirais, euh, apporter des hypothèses et puis de l'imagination, là, j'enlèverais mon uniforme et puis on pourrait parler d'autre chose. Mais effectivement, en tant que commandant de bord, en tant que professionnel de l'aérien, nous n'avons pas de procédure d'épandage de produits chimiques sur des populations. Ça n'existe pas. Il n'y a pas dans nos avions de réservoir de produits chimiques. Alors, je vais vous dire, avant le départ, je reçois ce qu'on appelle une load sheet. Une load sheet, c'est un document manifeste dans lequel il y a absolument tout ce que l'avion contient. Donc, le nombre de passagers, hommes, femmes, enfants, bébés, où est-ce qu'ils sont exactement, le nombre de, enfin, le poids du cargo, où ce cargo est placé dans l'avion. Il y a plusieurs sections, et d'ailleurs, je choisis très souvent les sections que je veux remplir. Il n'y a absolument aucune place pour un seul kilogramme qui ne serait pas sur cette load sheet. C'est très clair. Je vais me retourner vers Ah, bien sûr, parce Trace. il faut regarder la cartographie du ciel. On a une cartographie du ciel, des routes aériennes à haute altitude et à plus basse altitude, et vous allez voir que c'est absolument comme ça. On vole à 300 mètres les uns des autres. Donc vous avez un avion qui passe, c'est ce qu'on appelle dans un airspace, dans un RVSM airspace. On a entre le niveau 290, flight level 290, entre 290 et le 410, on vole à 300 mètres les uns des autres en contresens. C'est-à-dire que moi, je vais passer d'est en ouest, il y en a un à 300 mètres au-dessus, un autre trafic qui va passer de l'autre côté. Ah oui. En fait, on est complètement imbriqué, je dirais, c'est absolument extraordinaire d'ailleurs de voir cela. Mais c'est une maîtrise. Vous y voyez une sorte de complot. Moi, j'y vois le génie humain. Alors, attendez, qui s'agrandit. Donc, ça veut Est-ce que dire qu'il y a ceci ne quelque dépend chose. pas, est-ce que ceci ne dépend pas de la température, de la densité de l'air? Est-ce que ceci ne varie pas justement en fonction de l'atmosphère? C'est une question que je vous pose. mais à quoi ça servirait en réalité cette pratique? C'est quand même la question de fond. Oui. Moi j'attends d'entendre cette réponse. Allez-y. Non. Depuis le début, j'attends ça. Allez-y. Voilà. Est-ce que je pourrais Oui, intervenir? je vous en prie, allez-y. Est-ce que je pourrais intervenir? Du coup, je vais donner un peu quelques arguments à votre invité. Alors, vous remarquez qu'il a modéré son propos. Parce qu'au début, on est parti du fait que les avions civils participent, à peut-être quelques avions civils participent. Non. En revanche, on n'a toujours pas, monsieur nous a toujours pas dit quel est le but véritable de ces épandages. Quel est le but? Moi j'ai envie d'entendre un mot. Est-ce qu'on cherche à nous tuer selon je dirais, paradigme? Est-ce qu'on cherche à nous rendre malades? Et j'aimerais signaler une chose, que s'ils faisaient véritablement cela, comme pour nous affecter, mais ils s'affecteraient eux-mêmes, les comploteurs et leurs enfants, n'est-ce pas? Ils vivent également sous le toit de cette atmosphère. Également, vous dites que les avions volent jusqu'à 38 000 pieds. C'est tout à fait faux. Les avions volent très haut. Moi, j'ai volé personnellement à 43 000 pieds. Les avions de type jet privé, Gulfstream vont voler jusqu'à 55 000 pieds. Alors effectivement, donc au niveau 550, hein, on est très haut, là, on n'est même plus dans la troposphère. Mais il y a une chose très intéressante, c'est que effectivement, vu le nombre de ces traces de condensation que l'on voit, il est impossible que ce soit des avions militaires, puisque les avions militaires sont infiniment moins nombreux que les avions civils. Il faudrait littéralement des centaines de milliers d'avions militaires dans le ciel, ce qui n'est pas du tout le cas. Et je vous laisserai continuer, si vous voulez bien. Je vous en prie. Impossible. Où se trouvent ces produits? S'il vous plaît, Il y a des indiquez-le-moi. Je vais aller témoignages. voir. Je vole demain. Voilà, demain soir, je vole. Hein. Je vais monter dans cet avion. Je vais tout filmer, mais toutes les parties de cet avion-là.
Il y a Et des... il faut que je trouve Alors, moi j'ai une question pour vous, commandant, comme hypothèse. alors, je ne suis pas chimiste, hein, je ne sais pas ce qu'il y a exactement dans ce carburant-là, donc je dois l'admettre. Mais il y a une chose quand même très intéressante dans ce propos, c'est qu'on pourrait imaginer donc qu'il y ait des produits chimiques dans le carburant, qui est très stable en réalité. C'est extrêmement stable le carburant, parce qu'il est contenu dans les réservoirs de l'avion. Alors, un Airbus A320, en gros, c'est 20 tonnes de fuel, hein, 20 tonnes. Un Airbus A380, on est à 254 tonnes, 250 tonnes de carburant durant le vol. Et d'ailleurs, l'une des photos que j'avais vues, qui avait été utilisée par monsieur ou l'un des individus avec lequel il avait débattu ou discuté, c'est ce qu'on appelle le jettisoning. C'est quand le fuel est lâché par les bords de l'avion, et ça, c'est une procédure normale en cas euh, de panne. Il faut qu'on atterrit, donc il faut qu'on diminue effectivement le poids de l'avion pour pas qu'il y ait de danger sur la structure et effectivement, in fine, sur les passagers, etc. Et donc, on va vider l'appareil de son fuel et pour arriver à un poids, ce qu'on appelle un maximum landing weight. Voilà, comme je vous ai dit, sur le 380, on va décoller à 375 tonnes. Mais en réalité, pour atterrir de manière tout à fait normale, ça prend plus de 12 heures pour utiliser tout ce carburant-là et arriver en dessous de la barre des 393 tonnes. Alors, je réponds à votre question. C'était juste une courte introduction. Je réponds à votre question. Est-ce qu'il y aurait des produits chimiques dans le carburant? Ça me semble tout à fait impossible. C'est pas ce que j'ai. Ma question, c'est est-ce qu'il est possible que, à votre insu, ou sans que vous en ayez connaissance, des produits dont vous n'avez pas connaissance soient incorporés au carburant? C'est une question vraiment de béotien. On parle de alors quelle serait la proportionnalité de ces produits chimiques par rapport au carburant? Pourquoi? Minime. Pourquoi je vous dis cela? Minime. Donc voilà, j'emporte 20 tonnes. 2 tonnes, ça correspond à peu près sur un Airbus A320 à 1 heure de vol. Voilà, 2 tonnes. 2 tonnes de carburant que l'on va utiliser. Donc moi, je m'attends à avoir un certain nombre, 10 heures de vol, on va dire, allez, pour faire très simple. Et au final, il me manque 2 tonnes parce que ces 2 tonnes, ce sont des produits d'épandage qui vont servir à tuer les arbres et à rendre les gens malades. Et en fait, donc du coup, j'ai 9 heures de vol. Donc je pars avec 9 heures de vol pensant que je pars avec 10 heures de vol. Mais c'est catastrophique. Jamais, également, je vous laisse répondre, je me permets un dernier argument. Jamais de l'histoire des crashs aériens, nous n'avons vu, cher monsieur, un avion qui est tombé à cause de produits chimiques ou qu'on a retrouvé des produits chimiques contenus dans des réservoirs dans ces avions-là. Les produits chimiques imaginaires qui seraient la cause de crash aériens n'existent pas. On n'a jamais vu ça. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Donc ce sont des mêmes organisations et qui sont très puissants. Et puis, n'oubliez pas, c'est une bouillabaisse, ça devient une bouillabaisse. John Kennedy, l'ancien président, qui a été assassiné. Si vous le souhaitez. Il y a 100 000 avions dans le ciel. Depuis 25 ans. Oui, non, mais j'entends, encore une fois. Allez, regardez Flight Radar 24, l'application, et vous verrez combien d'avions il y a dans le ciel. C'est le nombre d'avions dans le ciel qui crée ces condensations qui persistent. Voilà, c'est tout simple en fait. C'est-à-dire que je suis d'accord avec monsieur, il y a évidemment des zones d'ombre, il y a des choses, parce que les hommes voilà, ont toujours comploté les uns contre les autres pour le pouvoir, hein, pour dominer, mais aller jusqu'à, si vous voulez, créer un paradigme mental où dans lequel on aurait des centaines de milliers de gens qui seraient impliqués que personne ne parle, c'est impossible. C'est impossible. Le temps. Est-ce que je pourrais conclure un mot? Alors, je vais laisser chacun dire un mot de conclusion pour être parfaitement équitable. Je vous en prie. Alors, moi non, monsieur peut commencer. Allez-y, monsieur, si vous voulez bien conclure, s'il vous plaît. Bon. Mais je vous laisse donner un mot de conclusion. Et je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Non, avec plaisir. C'est peut-être un biais, parce que vous êtes peut-être parti déjà avec une idée. Vous êtes parti avec une idée, effectivement. Alors, ma conclusion est la suivante. Toutes ces traces qui seraient donc de l'épandage de produits chimiques
ne peuvent pas, et on est d'accord là-dessus, être d'une source militaire, parce qu'il faudrait des centaines de milliers d'avions, ce qui est impossible. Donc voilà, il faudrait nécessairement que ce soit civil. Eh bien, je vous le dis, je le signe, ça n'existe pas dans le civil. Voilà, donc tout ceci est, à mon sens, on arrive avec certaines vérités, puis on arrive à une conclusion complètement fausse, et je vous dirais de vous concentrer sur des vrais complots, pour le coup, qui sont d'ordre politique, d'ordre économique, qui visent à vous appauvrir, à vous contrôler, à restreindre vos libertés. Tout ceci existe, nous l'avons très bien vu d'ailleurs depuis 2020. Mais c'est délire, je vais employer ce terme, je m'en excuse pour tout le sérieux du travail de monsieur qui est ingénieur, c'est un délire en réalité que de penser que nous faisons de l'épandage pour je ne sais pas pourquoi. On n'a pas conclu. Voilà, ils nous donnent pas. On voit John Kerry, très bien, on voit Monsieur Fabius, on voit le Forum économique mondial, super, on sait, mais on n'a rien en fait. On n'a rien. Donc on n'a rien, on crée des hypothèses et puis on s'imagine des choses. C'est religieux du coup. Pour Alors moi, l'imaginaire. malheureusement, La je religion, n'ai c'est pas de la pu religion. montrer toutes les